ne peut ignorer son histoire, car un peuple sans histoire, c'est un peuple sans repère. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous dans le cadre de votre émission « Un homme, un concept ». Ce soir, nous essayons de nous replonger sur l'histoire de la République démocratique du Congo dans l'une des parties de cette histoire considérée comme certains douloureuse et quasiment considérée par certains comme à ne plus parler. Madame, Messieurs, ce soir, nous parlons du maréchal Mobutu, ce en marge de la commémoration des 18 ans de sa disparition. C'était le 7 septembre dernier. L'homme mérite-t-il d'être enseigné dans les écoles ici en République démocratique du Congo? Et s'il faut enseigner Mobutu, que doit-on dire de lui? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire de lui? Ou il doit faire partie de ces personnalités-là qu'on doit carrément rayer de l'histoire de la République démocratique du Congo? Nous échangeons sur ces différentes questions avec notre invité de ce soir. C'est quelqu'un que vous avez pris l'habitude de suivre dans cette émission. Madame, Messieurs, retrouvez avec moi Flavia Massounda. Bonsoir et merci d'être avec moi ce soir. Historien, anthropologue, quelqu'un qui fait de recherches historiques. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de Kasavubu, on ne parle pas de l'indépendance, mais on parle de quelqu'un qui a marqué, qu'on le veuille ou pas, a marqué quand même l'histoire de la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque. On va parler de Mobutu. Est-ce que dans vos recherches, vous avez eu à connaître, à fouiner un peu sur ce qu'était l'enfant Mobutu d'abord? Joseph, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, Joseph Désiré. L'enfance de Mobutu, je pense que c'est intéressant, bien entendu. Mais sur le plan national, parce qu'il y a eu beaucoup de controverses autour de sa naissance. Mais je pense que ce n'est pas tellement intéressant de verser dans la controverse. Ce qui est le plus important à retenir, c'est que tout le monde se met d'accord aujourd'hui pour accepter qu'il est né un certain 14 octobre 1930 à Lissala, de Mama Yemo et de Papa Albéric Bemani, qui était donc serveur ou boy, enfin à l'époque c'était les boys, chez les missionnaires à Lissala. Et donc son enfance était apparemment une enfance tout à fait normale, hein, comme tous les jeunes enfants. Et lui-même raconte dans son livre Dignité pour l'Afrique qu'à la mission de Lissala, il y avait un couple, je pense des professeurs, dont la femme l'avait pris en estime. Et il doit beaucoup à cette femme-là, qui lui a donné le goût de la lecture en fait. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup, qui aimait beaucoup lire. Et c'est cette femme qui a en fait, qui lui a donné le goût de la lecture, qui l'a forgé en fait. Bon, ça c'est la petite enfance, il n'y a pas grand-chose. Et bon, à susciter, parlons quand même de cette enfance, vite, la personne qui lui a donné ce goût de la lecture, du coup ça lui a poussé à faire le journalisme. On connaît quand même ce je pense, parce que journaliste. Journaliste, à l'époque, juste avant l'indépendance, dans la présence africaine. Là, de nouveau, il était pris, disons, en amitié par Pierre Davister, qui était donc l'éditeur du journal Présence africaine. Mais comme en même temps, il était comptable au sein de l'armée, il ne pouvait pas apparaître publiquement dans la presse, et donc il signait sous un pseudonyme de Banziville, qui est donc Mobaïmbongo aujourd'hui, qui est sa ville d'origine. Alors, mais non, bon... Il y a eu une bande dessinée, vous savez, à l'époque, qui racontait Mobutu à 8 ans, a pu tuer un léopard dans la forêt pour montrer sa bravoure. Mais je pense qu'il faut le mettre sur le plan de la mythologie, en fait. 18 ans après sa disparition, il demeure une personne assez controversée. Est-ce pour dire qu'on ne connaîtra jamais la véritable histoire de Mobutu? Bon, si, il faut la connaître. Je pense que 18 ans après, c'est déjà dans l'histoire. Je pense que quelle que soit l'image qu'il a laissée dans l'histoire du pays, c'est important de rappeler cela. Les bons côtés pour consolider ce qu'il a pu s'aimer comme bons côtés au niveau de la population. Les mauvais côtés, il faut le dire aussi, de manière à ce que si on se retrouve face à une situation identique à celle-là, on peut se dire, voilà, on est déjà tombé dans le trou face à ça, et voilà, maintenant il faut éviter. Alors, donc je pense que c'est à titre de leçon
qu'on peut... oui, oui. On va essayer de parler, en tout cas, essayer de relever quelques bons côtés, quelques acquis de Mobutu légués à la République démocratique du Congo, mais également les tares de Mobutu, parce qu'il y en a. Mais parlons quand même de ce Mobutu. Comment ils sont retrouvés dans le sillage des pères de l'indépendance déjà à l'époque? Comment ça se fait avec Lumumba, comment ils sont retrouvés? Il faut dire que c'est quand même sa génération aussi. Donc avant l'indépendance... donc dans les années, quand il quitte l'armée, il termine donc à Louloabourg, à l'école des officiers. Il arrive à Kinshasa vers 1953. Alors, il est comptable au sein de l'armée, et puis il se lie d'amitié avec Pierre Davister, donc le journaliste belge de Présence africaine, qui va l'initier au journalisme. Donc il s'intéresse, je pense, depuis la petite enfance à la lecture. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime un peu les œuvres de l'esprit. Et il fait le journalisme, et donc prend goût à la politique. Parce qu'à ce moment-là, c'est la période où naît la conscience politique au niveau des Congolais. Il prend goût à la politique par le biais du journalisme. Et il veut parfaire ses études, en fait, sa formation. Par le biais donc, de son ami Davister, il obtient une bourse pour aller étudier en Belgique les sciences sociales. Donc à la veille de l'indépendance, en 1959, il se retrouve en Belgique pour des études de sciences sociales. Et c'est là que la conférence de la table ronde vient le trouver en Belgique. Alors, il assiste beaucoup à tous les interviews, les conférences qu'animent les représentants à la table ronde. Et il prend beaucoup de sympathie pour Lumumba. Et quelqu'un le présente à Patrice Lumumba, en fait. Il le présente au moment où la table ronde se termine, ça n'a pris qu'un mois à peu près, et le gros des délégués à la table ronde doivent rentrer au Congo pour préparer les élections, mais il faut qu'ils se tiennent une table ronde économique. Donc chacun essaie un peu de désigner rapidement des représentants de leurs mouvements respectifs à la table ronde. C'est comme ça que Mobutu va le désigner, lui et le vieux Mario Cardozo, pour représenter le MNC à la table ronde économique. Donc il fait son entrée en politique à ce moment-là. Et juste après la table ronde économique, il revient à Kinshasa. Lors de la formation du premier gouvernement, il est nommé secrétaire d'État à la présidence du Conseil au gouvernement. Donc c'est Lumumba qui le nomme. Donc il est très proche de Lumumba. Alors voilà comment il fait ses premiers débuts en politique. Donc là nous sommes en juillet 60. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que un mois après, à peu près... il tourne sa veste contre son mentor, oui, un peu, si on peut dire ça. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je pense que ça, c'est à mettre sur le compte de l'ambition aussi, parce que tout ce que nous faisons, le moteur, c'est quand même l'ambition. Donc, voilà. Mais quand ça devient beaucoup trop, peut-être pour le cas de Mobutu, diront certains... ça pousse à des erreurs qui, du reste, ne sont plus réparables. Et même le temps n'arrive pas à réparer des erreurs nées d'une trop forte ambition. Non, l'ambition en soi n'est pas mauvaise, à mon avis. Mais c'est la mise en exécution de son ambition, tous les moyens qu'on utilise. C'est là qu'après, il y a des dérapages. On peut avoir de l'ambition, une forte ambition, mais le mettre en pratique de manière tout à fait correcte et acceptable. Bon, ben voilà, il s'est fait que ça a coïncidé à cette époque-là, nous sommes sous la période de la guerre froide entre l'Amérique et l'URSS. Et beaucoup de ces choses-là se jouent sur le terrain africain, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même bizarre qu'à la même période, après les avènements, disons après les indépendances, il y a eu quand même curieusement des dictatures militaires un peu partout en Afrique. Donc ce n'est pas le fait du hasard. Je pense qu'il y avait quand même une certaine volonté sur le plan des puissances de continuer à avoir la même mise sur les pays africains. Alors voilà, donc il fait son entrée en politique. Donc de 60 à 65, il est dans le sillage politique. Je veux revenir de 60 en 65, je veux un peu parler, parce que là, vous nous avez expliqué quand même Mobutu a un parcours. Oui. Vous aviez dit qu'il a été pris sous les ailes de David, du journaliste belge. Oui. Pierre Davister. Pierre Davister. Donc on se rend compte, nommé ensuite, c'est pas quelqu'un qui est débarqué de nulle part. Non, surtout pas. Non. Et ça, c'est ce que les gens doivent connaître. C'est-à-dire, on ne devient pas grand par un coup de baguette magique. Ah non, pas du tout. Il faut avoir un parcours. Bien sûr. Même son entrée dans l'armée, en fait, il est à l'école secondaire, à Mbandaka. À l'époque, le mouvement migratoire était vachement contrôlé par les colonisateurs. Et donc, Kinshasa était considérée comme une ville de perdition. Enfin, une ville mouvementée, voilà, on va dire. Et à l'école où il était à Mbandaka,
venir à Kinshasa, il fallait une autorisation. Mais au cours des vacances, il est quand même venu sans autorisation à Kinshasa. Il rentre, alors il raconte les frasques qu'il a pu faire à Kinshasa à ses amis, notamment le vieux Eketebi, qui était son condisciple. Et c'est lui qui va en fait l'accuser chez le prêtre. Voilà, Mobutu vient de Kinshasa, voilà ce qu'il a fait, etc. etc. Et voilà, des fois le destin fait que les choses arrivent qu'on pense être des choses négatives à ce moment-là, qui finalement s'avère quelques années plus tard la voie qui vous poussait vers, voilà. Et donc il est viré du groupe scolaire de Mbandaka, et c'est à ce moment-là, il a 21 ans, il va aller à Lulabou, enfin on l'affecte, en fait, on l'envoie dans l'armée. C'est comme ça qu'il entre dans l'armée, en fait. Donc on retient de Mobutu, dans un premier point, quelqu'un d'instruit. Quelqu'un qui s'est d'instruit quand cultivé. même, oui, d'instruit. À l'époque, quand même, c'était pas quelque chose de moins. C'est pas un va-nu-pied quand même, non. Donc c'est quelqu'un d'instruit. Oui. Je crois que peut-être pas au même niveau que les séminaristes, parce qu'à l'époque, pour aller loin dans les études, il fallait être séminariste, comme les Kasavubu et consorts, les Gizenga. Mais les autres se limitaient au niveau moyen, il était instruit. Il était instruit. Alors là, on retient déjà que c'était un Mobutu quand même assez instruit, et qu'on peut se poser quand même qu'il savait ce qu'il voulait déjà à l'époque, peut-être par ambition, il avait cette vision, il voyait déjà grand à l'époque, parce que de 59 où il a été, où il a eu à participer à la conférence économique, à la table ronde économique, 61, 2 ans à peine, pour qu'il devienne Mobutu. Pas seulement déjà en 60. Donc à peine une année. Oui, même pas quelques mois. En septembre, déjà le 14 septembre, il fait sa première tentative de prise de pouvoir, le 14 septembre. Mais je pense qu'il faut le mettre sur le compte de l'éveil de la conscience politique auprès de toutes les élites de cette époque-là. Dans les années entre 55 et 60, lorsque la fièvre des indépendances commence à monter, on sent bien que tôt ou tard, le Belge va partir, il va falloir prendre la place. Et ils sont tous un peu contaminés dans cette... y compris Mobutu. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut situer l'ambition politique. Alors après, quand il arrive, il est nommé secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Éclate alors donc la mutinerie de l'armée. Voilà, il faut changer, enfin, trouver des cadres pour conduire l'armée, hein, puisque les Blancs sont partis. Les militaires se mutinent contre l'autorité coloniale. Alors, à ce moment-là, il faut trouver un commandant pour l'armée. Et donc, on va nommer Victor Lundula, et puis ça va tourner en vinaigre. Et lorsqu'on va transformer la force publique en armée nationale congolaise, donc Lumumba va le proposer comme commandant en chef de l'armée. Donc, parce que c'était parmi les seuls militaires plus ou moins instruits. Et voilà, donc il devient commandant de l'armée. Et ça, nous sommes en juillet. Par la suite, je vais aller un peu rapidement pour... oui, donc au mois d'août déjà, il se fait remarquer lorsque survient les guerres tribalo-ethniques au Kasaï, entre les Lulwa et les Luba. Donc c'est quand même l'armée nationale congolaise qui intervient là-bas. Il y a eu beaucoup d'exactions. Et même au niveau de l'ONU, ça a été décrété comme génocide. 5000 morts. Alors, ce qui fait que il y a eu cette rupture, Kasavubu et Lumumba, qui est donc évincé le 5 septembre. Et Lumumba refuse de partir, le gouvernement se divise en deux, entre les ministres révoqués et ceux qui ne sont pas révoqués, le Parlement se divise en deux entre les députés pro-lumumbistes et ceux qui sont pro-occidentaux. Et au milieu de cet imbroglio, voilà. Il en profite pour intervenir. Voilà, il intervient le 14 septembre à Regina ici, à l'hôtel Regina en ville, il neutralise le président de la République et le Premier ministre. Il met en place un collège de commissaires généraux. Donc, il crée déjà un nouveau personnel politique. À l'époque, c'était plutôt vu d'un bon oeil, comme l'action de Mobutu, parce qu'au milieu de cet imbroglio. Mais je veux dire, quand est-ce qu'il est devenu Mobutu le dictateur? Il ne faut pas qu'on ait peur de mots. En tout cas, c'est comme ça qu'on le dit. Oui, quand est-ce qu'il est devenu, entre guillemets, ce tyran quand même, comme certains le présentent? Bon, je pense qu'il a été forgé par ses amis. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de contacts. Donc déjà en 60, il a des contacts auprès de l'ambassade américaine. Et tout au long, rappelez-vous en 64, il effectue, après la liquidation de la sécession katangaise, après la liquidation de la rébellion des Simba en province orientale,
Il va donc en voyage à Paris et à New York au mois d'avril. Il revient, Tshombe est Premier ministre, et Tshombe donne une petite fête, une réception, où se retrouvent toutes les personnalités, y compris Mobutu. Alors, à la fin de la réception, on fait une interview en posant la question à tout le monde, et puis voilà, on pose la question à Mobutu, qui était commandant-chef de l'armée à l'époque. Écoutez sa réponse en 64, avant le coup d'État, qui est quand même très significatif. Il dit, oui, on ne m'avait pas compris, bref, on ne me comprenait pas que le chef de l'armée, c'est aussi le chef du pays. Donc, déjà en 64, en fait, c'était un lapsus qui trahissait déjà la pensée de l'homme. Et quelques mois plus tard, voilà, il va passer à l'acte. Il va réunir le commandement militaire et prendre le pouvoir. Parce que de nouveau en 65, avec les élections qui étaient prévues en mars et avril 65 pour les législatives, donc Tshombe est plus ou moins... De nouveau, c'est compliqué notre pays. Donc en 65, Tshombe a la majorité relative encore. Il réunit 49 partis politiques autour de la CONACO, qui est une majorité relative. Donc on revient à la situation de 60 où un Premier ministre a une majorité relative, mais qui est en train d'exécuter un mandat transitoire en fait. Et voilà de nouveau le conflit au sommet de l'État, et c'est là qu'il en profite pour neutraliser les deux. Alors, mais ça a été applaudi. Hein, le coup d'État a été applaudi et par la population et par la communauté internationale. C'était un peu, ça relevait un peu de la naïveté. On se disait, mais tiens, par exemple, on applaudit parce qu'on pensait qu'on allait revenir dans l'ordre constitutionnel. Naïveté pas. Je pense qu'il faut comprendre cela dans le sens de la fatigue plutôt. Les gens étaient fatigués du chaos. Parce que le Congo, pendant 5 ans, était presque ingouvernable. Ingouvernable. Les gens n'avaient besoin que d'une seule chose, la stabilité, la paix, la quiétude, au fait. Oui. Et puis, ça s'est présenté en fait de manière caricaturale, si vous voulez. Déjà, à cette époque-là, les hommes politiques qui avaient pris la place du blanc étaient perçus comme des profiteurs, enfin les seigneurs de l'indépendance. C'est le terme même de Papa Boliko, les seigneurs de l'indépendance. Parce qu'ils se sont arrogés des privilèges. Des grands privilèges comme les colons qui étaient partis, qu'on avait chassés, alors que la population croupissait dans la misère. À titre d'exemple, un parlementaire congolais de l'époque gagnait 500 000 francs congolais, ce qui équivalait à 500 000 francs belges. Le parlementaire belge gagnait 300 000. Vous voyez déjà l'écart. Entre-temps, le Congolais moyen, le petit Kalaka, il gagnait 30 000, donc de 500 000 à 30 000. Et le revenu moyen du paysan était de 5 000. Vous voyez la disparité déjà. Donc ils étaient perçus comme des profiteurs. Et puis les gens commençaient à regretter même la colonisation. Voilà, c'est pour ça qu'on a demandé l'indépendance. Donc il fallait mettre un terme à tout ça. Il en a profité, voilà, l'occasion faisant le larron, il apparaît, il vient comme quelqu'un qui va remettre de l'ordre. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Hein, nous prenons le pouvoir pour 5 ans pour remettre de l'ordre, et 5 ans après, l'armée va remettre le pouvoir aux civils. Alors voilà, donc... et après il y a pris gros quand même, puisqu'il ne va jamais remettre le pouvoir entre les mains de civils. Après il ne remettra pas, mais la tranche 65-70, il faut retenir quand même qu'en 66 par exemple, il lance une vaste opération retroussant les manches, il dit que tout le monde allait au travail, finit de profiter, il ferme le Parlement, il nomme un Premier ministre militaire, hein, M. Moulamba, et puis il crée ce qu'on appelle le CVR à l'époque, Corps des volontaires de la République. Donc il appelle tout le monde en fait à la mobilisation pour travailler pour le pays. Un peu l'idéal que Lumumba avait là. Nous sommes en 66, mais les gens commencent à résister quand même. Ils continuent à résister, les hommes politiques. Ils marquent un grand coup. Le 2 juin 66, les conjurés de la Pentecôte. Les politiciens commencent à prendre peur. Alors, en 67, il va créer le mouvement national de la Révolution, qui va devenir le mouvement populaire de la Révolution, sur base du CVR, du Corps des volontaires de la République. Là. Alors, il a une ambition, il veut réunir tous les Congolais dans un seul parti, et puis faire du dirigisme politique, voilà. Est-ce que c'était bon, est-ce que c'était mauvais? Je pense qu'au sortir du chaos des 5 années, des premières années de l'indépendance, c'était justifié. Bon ou mauvais, je ne sais pas, mais c'était justifié. Mais sauf qu'il en a un peu, a fait un peu trop, et prendre 30 ans pour dire, voilà, Mobutu a été ce qu'il était. Mais Mobutu, c'est également, vous avez parlé du fait qu'il a eu à stimuler les gens à retourner au travail, à travailler, à retrousser les manches. Mobutu, c'est également la zaïrialisation. Oui, ça c'est. Après, ça c'est les zaïrialisations, c'est en 72. Déjà en 71. En 71, il y a un grand revirement en fait. Il réunit l'élite politique et voilà le gouvernement qui décide
que le Congo doit changer de nom. On se lance en fait dans une grande campagne de, disons, révolution culturelle, il faut changer, on invective, Changement de nom, oui, on changement invective de- la culture occidentale, voilà, si nous sommes à ce niveau-là, c'est à cause des Blancs, c'est parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, etc. Donc une sorte de croisade, si vous voulez, contre la culture L'Occident, occidentale, voilà. c'est un peu le mot Mobutu était en 72, c'est que Mugabe aujourd'hui, c'est extrême. Je sais pas si c'était ça. Parce qu'on Bon, a vu Mugabe Mugabe, a chassé les peut-être ce Anglais. qu'il a fait. Il a chassé les Anglais, il a nationalisé les terres, tout ça, les fermes. C'est un peu ça, Mobutu mais a c'est un fait peu ça ça, avec les mais un style un peu entreprises. différent. Avec les entreprises, Et oui. c'est où la différence avec Mobutu? Mais parce que je pense que, parce que lui, il a embrigadé tout le monde là-dedans. Il a embrigadé tout le monde. Et, Qui a embrigadé Mobutu ou Mugabe? non, 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 Mobutu. Il a embrigadé tout le monde dans le impère et en fait, les gens avaient donné l'impression de le faire par plaisir, avec joie, quoi. Vous voyez, contrairement à Mugabe où il y avait quand même quelques velléités d'opposition. Alors, 71, on devient donc Zaïre et on continue à progresser dans la révolution culturelle. Et 72, c'est la zaïrianisation. Donc on nationalise tous les biens des étrangers. Alors, à mon avis, c'est là que, longtemps après, hein, à ce moment-là, tout le monde était content. Voilà, Bilo qu'on a bu Somoko, c'est le nationalisme exaspéré, tout ça, etc. Et après, on s'est rendu compte que c'était le coup fatal à l'économie, en fait. Et en 73, il essaye une sorte de rétrocession, mais Ça n'a pas ça n'a réussi. plus tenu. Et voilà, et voilà. Alors aujourd'hui, hormis ce côté-là économique où ça a été fatal, la zaïrisation a été fatale pour l'économie RD congolaise, mais sur le plan culturel, autant d'années après, et comparativement à ce que nous vivons actuellement, est-ce qu'on ne peut pas dire que Mobutu était un visionnaire? Parce que là, on subit tout ce qui vient de l'Occident. Est-ce que Mobutu n'avait pas vu loin beaucoup plus tôt que... En zaïrianisant. En zaïrianisant, en tout cas, En se lançant dans la révolution vers culturelle. la révolution surtout culturelle. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que plusieurs années après, il est bon d'en débattre. Révolution culturelle. Ben, beaucoup de gens ont essayé, hein. Mao a essayé en Chine en 67. Tito l'a essayé en Yougoslavie. Aujourd'hui, le résultat, la Yougoslavie, voilà. Éclaté. Alors, moi, je sais pas, révolution culturelle. La culture, c'est quelque chose sur lequel il faut pas jouer. La culture, c'est quand même l'identité d'un individu, d'un peuple. Alors, est-ce qu'on peut changer la culture comme ça? Et puis, cette histoire d'impérialisme, d'aliénation, tout ça, etc., est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Parce que la culture s'acquiert au fil du temps. Au fil du temps, de son environnement, de ce qu'on vit, de ses connaissances, de sa formation, enfin, bref, tout cela. Aujourd'hui, dans ce qu'on a pu appeler le village planétaire, le monde là, les jeunes aujourd'hui, ils sont dans l'informatique, ils sont dans beaucoup de gadgets, tout ça, etc. C'est quoi leur culture? Mais d'où mettre les garde-fous? Parce qu'on est en train de perdre nos repères, avec ce rapprochement de culture, Oui, je suis on en d'accord. arrive à perdre l'identité. Oui, je suis d'accord. Mais si je vous donne mon point de vue. L'identité est toujours, évolue toujours, évolue. L'identité que nos ancêtres avaient avant l'arrivée des Blancs et la nôtre, ben, je suis désolé, c'est pas tout à fait la même chose, hein, parce qu'on a subi quand même beaucoup de transformations, etc., dû à notre environnement, à l'histoire que nous avons vécue au fil du temps. Donc aujourd'hui, aller dans une lutte comme à l'époque des indépendances, à impérialisme, à les nations culturelles, nous devons notre identité, etc., je pense que c'est une fausse route. C'est une fausse route. Aujourd'hui, il y a une culture universelle. Et, Imposée ouais. quand même par l'Occident. Hein? Mais La définition de la culture universelle, c'est accepter par exemple l'homosexualité. Pourquoi vous allez dans les extrêmes? C'est juste un exemple. Aujourd'hui, la culture extrêmes? universelle, c'est ça. Non, la culture universelle, c'est le costume, la cravate. Vous êtes bien habillé décemment. C'est ça aussi la culture universelle. Parce qu'à l'époque de nos ancêtres, les jeunes filles, c'était des seins à l'air libre. Voilà, vous n'allez pas le faire là maintenant. Ça aussi, c'est notre... Voilà, c'est une évolution. Alors, les extrêmes comme l'homosexualité ou... non, on n'est pas d'accord. Tout ce qui heurte la sensibilité, le respect, en fait... bon, c'est à chacun de mettre des garde-fous, hein. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a une culture universelle face à laquelle on ne peut pas lutter.
on ne peut pas lutter. De Mobutu, la plupart des nostalgiques retiennent également l'unité, la paix, Oui. cette force, cette grande puissance qui était le Zaïre à l'époque. Oui, l'unité, C'est vrai, parce que- est-ce qu'on le doit à Mobutu? Oui, quand même, il faut le reconnaître. Dans les années, entre 71 72, justement, lorsqu'on devient Zaïre, il entreprend une forme de gouvernance où il nomme dans les entités territoriales et provinciales des non-originaires pour permettre à tout le monde de se brasser, de se connaître, etc. Je pense que c'était une bonne chose parce que nous, à ce moment-là, on était, disons, des adolescents à l'école secondaire. On avait des collègues de classe qui venaient d'un peu partout. Ce mélange-là, on se mélangeait. tout le monde et puis, n'y avait ce qui pas, fait que, voilà, Swahili, Moulouba, non, on pas savait du tout. pas du qui tout. était Non, qui. moi, je pense que On était c'était- juste aux Zaïrois Oui, oui. à l'époque, au fait. Oui, oui, juste aux Zaïrois. C'était positif. Donc je pense que ça, c'est à mettre à son actif. C'est à mettre à son actif aussi le sentiment de fierté, d'appartenir à un grand pays. Un grand pays. Et je pense qu'il il s'est lancé aussi. Il faut reconnaître que c'était quand même un grand mécène aussi. Hein. Il a beaucoup, disons, poussé les arts, les artistes et les arts. Il a même créé le Théâtre national Mobutu Sese Seko. Il a financé beaucoup d'artistes, peintres, des sculpteurs, etc. Un grand sportif aussi. Il a mis un point d'honneur à amener les léopards jusqu'à la Coupe d'Afrique en 68, et puis en 74, Sans oublier, etc. le combat Ali Foreman. Ali il fallait le faire. Foreman, voilà. Bon, ça aussi, c'était bon. Sur le plan culturel, c'est bien. La visibilité du pays, Mais c'est ça a bien. été Mais quand ça a même été coûteux. critiqué après. Mais Hein, très ça a été coûteux quand critiqué même après parce pour que la ça a coûté République. 10 millions de dollars. Mais bon, ça, c'est pour un grand pays, c'est pas grave. C'est pas- Mobutu, oui. c'est un paradoxe assez continuel ou perpétuel. Oui. Autant qu'il a été l'artisan de l'unité nationale, autant qu'il le sera, il sera l'artisan de cette désunion de Oui. la RDC. Oui, oui, parce que c'est ça, si on peut appeler la difficulté avec lui dans le personnage. Autant il a été, comme vous dites, l'artisan de l'unité, de la fierté, de la grandeur du Congolais, du Zaïrois. Autant, quelques temps après, ça a été vraiment l'image de la dégringolade, quoi. Moi, je pense qu'il faut le mettre sur le compte de la durée. Il est resté trop longtemps au pouvoir et le pouvoir use toujours. L'énergie qu'il avait dans sa jeunesse, dans ses débuts, il ne l'avait peut-être plus. Et peut-être plus les mêmes motivations. C'est tout à fait... C'est un processus naturel, je pense. Hein. C'est un processus naturel. Même chez les animaux, le lion, quand il est jeune, il est vigoureux, il chasse pour sa famille, etc. Et puis après, voilà. Alors, Donc, on il va n'aurait bien- pas dû rester aussi longtemps Aussi pour longtemps. entrer dans le panthéon des grands hommes de la patrie, je pense. Alors là, on a assisté, hein, dès la rentrée, d'ailleurs, ça coïncidait, hasard du calendrier ou de l'histoire. Oui. On a assisté au retour du salut au drapeau, c'était le 7 septembre dernier, Oui. coïncidant avec la mort de Maréchal Mobutu. C'est quelque chose que Mobutu a eu à instaurer à l'époque pour stimuler le civisme, le patriotisme, et dont on recourt aujourd'hui. Mais ça ne doit pas aller plus loin, parce qu'on sait qu'avec le temps de Mobutu, nous sommes allés tout droit vers des dérives. Oui, hein. ça commence et puis on va dans la dérive. Rappelez-vous déjà, lorsqu'on passe à Zaïre, le 5 décembre 71, le bureau politique, par la voix du commissaire politique en charge des affaires politiques, qui est encore sénateur aujourd'hui, Papa Ngoulou, il fait savoir par les voix des médias que désormais le Impère est une église et Mobutu est le Messie. Hein, et que tous les lieux où a vécu le maréchal sont devenus de hauts lieux de pèlerinage. Bon, voilà, donc ça commence comme ça, et puis voilà. Mais au-delà de ça, le retour au salut au drapeau, je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, le monde est ouvert. Hein, le monde est ouvert. Est-ce que vraiment... Je n'ai rien contre. Le drapeau, c'est le symbole de la nation, de l'État, du pays. Est-ce qu'il faut vraiment que tous les matins, les gens s'arrêtent dans le rue parce qu'on est en train de monter Non, le mais drapeau, chaque tout lundi, ça, etc. dans les écoles, on a là commencé dans les écoles, Je fiers sais d'être pas. congolais. Est-ce quand que même. vraiment, en dehors de ça, il n'y a pas autre chose pour que les gens aiment leur pays? Et il faudrait bien commencer quelque part. Quand Mais- on commence dès les bas âges avec ça, inculquer de les bas âges l'amour de la patrie, il faudrait bien. Mais, Parce qu'il y a eu quand moi, même à mon cet avis, effritement quand oui, même. c'est vrai, c'est symbolique, hein, c'est des symboles comme ça, mais je pense qu'il y a autre chose qui touche un peu plus facilement. Comme quoi, par exemple? Ah, ben, je ne sais pas, le fait déjà de circuler tranquillement sans se faire attraper par tous les bureaux 2 dans les coins voilà, il n'y a pas plus tard que hier, moi j'ai un ami qui circulait tranquillement sur Victoire,
Il se fait appeler parce qu'il avait des dossiers à la main. Qu'est-ce que vous avez là? Est-ce que c'est pas politique? Non, moi je suis professeur, c'est pas politique. Bon, il s'est quand même, il s'en est sorti quand même après avoir déboursé 20 dollars, quoi. Bon, voilà, donc c'est compliqué. Et tout ça, ça vous fait révolter intérieurement, et voilà. Bon, mais au-delà de tout ça, je pense que la première chose, c'est de se sentir à l'aise dans son pays. Le premier besoin de l'être humain, c'est de manger. Même un bébé qui vient de naître, là, il ne va pas vous demander des habits. La première chose, c'est la tétée, quand même. Vous voyez? Et donc, je pense que si on met un point d'honneur à soulager au quotidien la difficulté de nos compatriotes les plus démunis, les plus fragiles, qui sont dans la précarité, on les voit tous les jours. Je pense que déjà au niveau sentiment national, on va gagner beaucoup. Très rapidement, on va terminer de Mobutu un autre paradoxal. Oui. Un autre paradoxe de Mobutu, oui. C'est tout grand qu'il était, tout puissant qu'était Mobutu. Oui. Il est mort dans l'anonymat le plus total. Oui. Oui, oui. C'était une forme de disgrâce. C'est quoi une leçon? C'est comme ça qu'on ressemble c'est à ça qu'on ressemble la fin de dictateurs ou des tyrans que certains sont présentés de Mobutu, vous pensez? Bon, ça dépend. Vous savez, dans l'histoire, il y a des gens qui ont été des grands dictateurs qui ont terminé bien aussi, hein. Mais très souvent, quand vous restez trop longtemps au pouvoir, on sait comment a fini Napoléon, hein, isolé dans une île. On sait comment a fini Jules César, qui était presque un dieu à Rome, poignardé comme un petit... voilà. Quand on reste trop longtemps, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Même la nature, quand vous vieillissez, la nature vous évacue tout doucement pour laisser la place à des plus jeunes, quoi. Et je crois que ce sera peut-être la leçon qu'on va retenir dans le cadre de cette émission. Mais moi, je voudrais dire, parce qu'au-delà de tout ça, vous savez qu'il y a eu le régime du maréchal. Aujourd'hui, parce que ce qu'on fait aujourd'hui peut avoir des portées longtemps après, sans qu'on le sache. Je vous donne un exemple. Avant l'indépendance, Monseigneur Gillon, qui est un Belge, reçoit de la Belgique des moyens pour construire l'université au Congo. Eh bien, Monseigneur Gillon le fait. Il construit l'Ovanium avec une capacité d'à peu près 1300 étudiants. On est indépendant et depuis 60 jusqu'à ce jour, enfin je ne sais pas jusqu'à ce jour, mais du moins jusqu'à longtemps après, nous avons eu des ministres de l'enseignement supérieur, etc., qui recevaient le budget de l'État pour arranger, améliorer, peut-être pas construire des universités, mais pour agrandir, et voilà. Ça n'a pas été fait. Mais lorsque vous avez été, vous avez eu la charge de cela à une certaine époque, que vous ne l'avez pas fait, à cette époque-là, la plupart de nos enfants qui sont au campus n'étaient pas encore nés, mais ils étaient déjà condamnés. Parce qu'ils subissent ça maintenant. Ils étaient condamnés. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a des choses que nous sommes en train de constater aujourd'hui qui relèvent, qu'il faudrait peut-être aller chercher le sens dans ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, les gens se disent, voilà, je donne un exemple, le Congo central, les Bakongos, très rapidement, on va finir. Les Bakongos sont frustrés, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela, etc. Est-ce que vraiment ils sont contre quelqu'un? Je ne pense pas. Je pense que c'est quand même un peuple qui a été fier. Ils se sentent, ils pensent qu'ils sont les pionniers de l'indépendance, mais depuis qu'ils ont été évincés, eh bien, ils ne se sentent plus dans la République, quoi. Aucun au Congo n'a jamais été Premier ministre. Les services de sécurité, il n'y a jamais eu à mon Congo. C'est comme si ils étaient là pour se faire surveiller. Mais je crois que le pays a besoin qu'on puisse se dépasser. Il faut un ministre des Affaires étrangères, sur base d'ethnie. Je crois que c'était ça aussi la plus grande, vous venez de le dire, c'était ça la plus grande réussite, l'une des plus grandes réussites de Mobutu, c'est-à-dire aller au-delà et mettre un point d'ordre sur les compétences. Non, justement. On aura le temps de parler de ça. Et il a démonté toute l'économie du Bas-Congo. On aura le temps de parler de ça. Alors, je ne viens pas pour parler du Bas-Congo, hein, mais c'est juste un exemple. On peut prendre autant d'exemples. Que ce soit en province orientale, dans le Kivu, dans le Katanga, un peu partout, quoi. On peut. Donc, les ressentiments d'aujourd'hui, les frustrations, quelque part, trouvent leurs origines aussi dans ce qu'on a vécu dans le passé. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir, dans le cadre de cette émission. Et je crois que le vœu de beaucoup de Congolais quand même, nonobstant ce que Mobutu a été, le seul vœu, c'est de voir quand même, d'assister au rapatriement. Ah bien sûr, ah bien sûr. Je pense que c'est quand même, il a quand même été un grand.
sur le plan de l'unité nationale, sur le plan de la fierté, donner le sentiment d'appartenir à un grand pays et d'aimer ce pays. Je pense que c'était son point fort. Merci beaucoup Flavien Massounda d'avoir été de notre ce soir. Madame, Messieurs, merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission. Surtout vous qui avez des idées à donner par rapport à ce sujet ou par rapport à d'autres sujets ayant trait à l'histoire de la RDC. N'oubliez pas de nous appeler, contactez-nous. Continuons les discussions sur notre page Facebook. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision haute définition. On se dit au revoir et à dimanche prochain.